Bonjour à tous, Mathias Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'or, le platine, le café et le pétrole. On va commencer par l'or que j'ai appelé, donc on est proche des sommets historiques sur fond de tensions géopolitiques. Comme vous le savez, l'or approche de ces sommets historiques d'avril. En raison de l'incertitude sur les marchés due à l'escalade au Moyen-Orient. En plus, récemment, on a aussi appris qu'il était possible que les États-Unis veuillent prendre part au conflit. On n'a pas plus d'informations et on verra ce qui se passe ce week-end. Donc, on verra ce qui se passe. Citi a aussi revu à la baisse son objectif de prix à 3 mois. Est passé de 3500 à 3300 $ l'once et ses prévisions à 6 mois ont aussi été revues à la baisse, passant de 3000 à 2800 $. Citi prévoit notamment que l'or se négociera dans une fourchette de 3100 à 3500 $ au prochain trimestre avec une moyenne à 3300 $ l'once, c'est à peu près les niveaux actuels, un petit peu en dessous. Et a attribué ce prix élevé aux préoccupations géopolitiques, forcément, au budget américain et à la croissance économique mondiale. Citi suggère que le pic journalier de juillet autour de 3500 $ pourrait marquer le sommet du cycle actuel pour l'or. Par contre, Citi n'attribue qu'une probabilité de 20% à une escalade plus grave du conflit au Moyen-Orient qui propulserait l'or vers de nouveaux sommets historiques. Les banques centrales des pays du Sud augmentent leurs réserves d'or et s'éloignent du dollar américain. Une enquête du Conseil mondial de l'or indique que la plupart des banques centrales, notamment 15 des pays développés et 56 des économies émergentes, prévoient une augmentation des réserves d'or mondiales. Alors sur ce graphique, on peut voir, donc c'est un graphique d'analyse technique sur l'or, la tendance est à la dédollarisation des banques centrales et qui forcément soutient l'or. L'euro USD est par exemple à 1,16 $, alors que l'or tente de tester les sommets historiques d'avril. Alors, donc sur ce graphique, on peut voir que l'or est à des niveaux qui sont très élevés, même si on est sous les plus hauts. Avec un support à 2800 $ et on n'a pas vraiment de résistance, si ce n'est le plus haut, donc à un peu plus de 3500 $. Pour avril, si on casse cette résistance, on pourrait aller encore plus haut, on pourrait même aller chercher les 4000. Si vous voulez une analyse technique plus précise, plus profonde pour l'or, n'hésitez pas à aller regarder les Good Morning Market d'Antoine, notamment celui de mercredi et de jeudi, où il parle de l'or et où il va beaucoup plus en détail. Donc je vous renvoie plutôt vers ces vidéos. On va maintenant parler du platine avec la Chine qui soutient les cours. Les investisseurs chinois en effet cherchent des alternatives à l'or parce que l'or est à des niveaux qui sont très élevés et pourrait montrer des signes de surachat. Les achats d'investissement, donc les achats qui servent à faire de l'investissement dans le platine, sont très sensibles au prix. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est qu'une hausse excessive des prix pourrait pousser le marché à chercher d'autres alternatives. Un scénario de flambée des prix du platine applique de nouveaux problèmes d'exploitation minière en Afrique du Sud et nécessite une augmentation significative des prix de l'énergie. Le World Platinum Investment Council prévoit un déficit de 966 000 onces en 2025 contre 922 000 onces en 2024 et 896 000 onces en 2023, donc un déficit qui augmente d'année en année. Sport Asset Management estime que les stocks sont élevés et ont empêché une augmentation durable des prix malgré les déficits, mais les stocks devraient tomber à 2,5 millions d'onces cette année, ce qui couvre la demande pour 2 ou 3 ans maximum si on n'augmente pas l'offre. Alors sur ce graphique, on voit les positions spéculatives, donc les positions nettes des investisseurs. Alors, pour être un peu plus précis, donc ici en blanc, vous avez les positions longues, donc en blanc-bleu, et ici en jaune, les positions short, et ici en rose-violet, vous avez les positions nettes. Donc on a une grosse augmentation des positions longues, mais par contre, les positions nettes, elles restent en consolidation à peu près stable, parce que même si le nombre de positions longues est le plus élevé
depuis 2020 parce qu'on a eu aussi à la fois une augmentation des positions longues et une augmentation des positions short. C'est un rapport notamment CFTC, ce graphique. Si vous voulez en savoir plus sur le rapport CFTC, je vous invite à aller regarder nos vidéos tutoriels, nos vidéos éducatives sur le rapport CFTC qui permet un peu de comprendre comment est-ce qu'on fait ces graphiques et comment est-ce qu'on les interprète et comment est-ce qu'on peut trader en utilisant ce rapport. Alors on va maintenant donc on va maintenant regarder un petit peu plus en détail les prix du platine. Donc ceux-ci ont atteint leur plus haut niveau depuis 4 ans sous l'effet de la demande accrue de la Chine. Goldman Sachs par contre estime peu probable que, alors il y a écrit l'or mais c'est le platine, dépasse les sommets de 2020-2021 et prévoit plutôt un retour à la fourchette de 800 à 1150 $ l'once à court terme. Alors on va faire un petit peu d'analyse technique. Donc on a évidemment une explosion des prix du platine. On aurait une résistance qui se situe ici aux sommets locaux qui sont à 1283 donc pour la résistance, et on a un support. Donc si on passe cette résistance, on pourrait aller chercher ensuite des prix vers 1500 voire 1700 $, voire aller plus haut ici à 2220 $. Mais si on est rejeté par cette résistance, on pourrait aller chercher un support à 1000 $, puis à 900 et 840 $. Alors Antoine a fait une analyse technique du platine jeudi dernier dans son Good Morning Market, donc si vous voulez rentrer plus en détail sur l'analyse du platine, je vous invite à aussi regarder cette vidéo. Maintenant on va passer au café avec une augmentation de la production qui a mis les prix du café sous pression. Donc on a effectivement eu des précipitations qui ont été très importantes et qui ont été observées donc dans les principales régions productrices, et ce qui a augmenté la production potentielle, donc notamment au Brésil. Par contre, des précipitations, si elles deviennent excessives, pourraient entraîner des retards de récolte. En parlant de récolte, donc la récolte brésilienne est en cours avec 13,7% des cultures qui ont été récoltées jusqu'à présent, contre 13,6% l'année dernière. Safras et Mercado indiquent que 35% de la production totale de café au Brésil pour la saison 25-26 a été récoltée, ce qui est légèrement inférieur aux 37% de l'année dernière, mais conforme à la moyenne quinquennale, donc il est possible qu'il y ait un petit retard au niveau des récoltes, on verra ça dans le reste de l'année. L'USDA prévoit une augmentation de 0,5% de la production brésilienne de café, donc sur l'année, en glissement annuel, alors que la production vietnamienne devrait augmenter de près de 7%, c'est une augmentation considérable. Donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique, on voit la production des principaux producteurs de café dans le monde. Donc évidemment en premier on a le Brésil, puis le Vietnam, et ensuite en bleu la Colombie, en noir l'Indonésie, en jaune l'Inde, et il nous manque l'Éthiopie. Alors la production brésilienne devrait augmenter de façon marginale, c'est ce qu'on voit ici, elle augmente de 0,5%, mais les perspectives de production en Asie s'améliorent grandement, avec des rebonds significatifs au Vietnam, c'est ce qu'on voit ici, et en Indonésie, donc en Indonésie c'est celle-là en noir, j'ai dit l'Inde tout à l'heure, c'est l'Indonésie, donc avec une grosse augmentation de la production sur ces pays. Maintenant on va parler un petit peu des prix du café. Donc les prix du café restent sous pression en raison de l'amélioration des fondamentaux de la production au Brésil, mais aussi au niveau des stocks, on va voir ça juste après. Maintenant on va juste regarder les exportations. Donc les exportations brésiliennes de café ont chuté de 36% en glissement annuel pour atteindre 2,8 millions de sacs, et ce serait plutôt dû à un réal brésilien qui serait fort plutôt qu'un problème d'offre. Alors on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau des stocks, donc sur l'IC, donc le Commodities Exchange. Et donc ces stocks, on les voit ici en vert, si je ne me trompe pas, et en bleu ce sont les prix, oui c'est ça, et donc, non c'est le contraire, excusez-moi, donc en bleu ce sont les stocks et en vert ce sont les prix, et donc ne vous trompez pas, cette courbe bleue est en échelle inversée, donc plus la courbe est haute, et plus les stocks sont faibles, et donc les stocks se consolident, donc ils sont en légère augmentation,
ce qui est plutôt une pression baissière pour les prix du café. Et donc ça en plus avec une production en hausse, donc c'est des catalyseurs plutôt baissiers pour les prix du café. On verra ce qu'il se passe dans le reste de l'année. On va finir avec le pétrole, où le marché craint une fermeture du détroit d'Ormuz. On va voir ça juste après cette slide. Les prix du pétrole restent élevés malgré la baisse qu'on a eue, qui a été plutôt limitée lundi, notamment donc en raison forcément des tensions persistantes au Moyen-Orient. Israël a indiqué que les attaques se poursuivraient jusqu'à la neutralisation des programmes nucléaires et de missiles balistiques de l'Iran. Le lancement d'attaques contre des pétroliers par l'Iran ne peut pas être exclu et pourrait susciter une réponse décisive des États-Unis et d'autres pays arabes. On verra ce qu'il se passe ce week-end, ça risque d'être un week-end sous haute tension. En attendant, on va regarder un petit peu la saisonnalité des prix avant et surtout après des événements géopolitiques majeurs. Donc, pour comprendre ce graphique, ici on a le 0, donc c'est-à-dire la date à laquelle il y a un événement géopolitique, et ici on a les cours du pétrole après cette date, donc à 10 séances, 20 séances, 30, 40 séances après. Et le plus important, c'est les pointillés rouges ici, qui indiquent la moyenne, et ici en noir, c'est le conflit actuel, donc entre l'Iran et Israël. Et donc on peut voir que pour l'instant, on suit plutôt la moyenne, on est même une augmentation qui est supérieure à la moyenne. Donc ce qu'on observe généralement, c'est que entre 5 à 10 séances après l'événement géopolitique, on a plutôt une hausse du pétrole, et que ensuite, au bout de 10 à 15 séances, les prix du pétrole ont tendance à baisser avant de se stabiliser après cet événement géopolitique. Donc à voir, évidemment les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui a pu se passer dans des contextes un peu similaires pour avoir une idée de ce qui pourrait se passer sur les prix. Alors on va finir en parlant du détroit d'Ormuz. Donc le risque le plus important pour le marché pétrolier serait un blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran. Pourquoi? Eh bien parce que le détroit d'Ormuz, c'est un détroit par lequel il me semble que plus de 20% ou à peu près 20% du trafic pétrolier passe dans le monde, et donc un blocage de ce détroit pourrait mettre en péril la quasi-totalité des chaînes de production mondiales. Et ça pourrait faire exploser les prix, donc on pourrait, s'il y a un blocage, on pourrait aller chercher 100, voire peut-être même plus, donc 100 $ ou plus sur le baril du pétrole. Donc c'est un très très gros enjeu. Cela dit, les principales infrastructures pétrolières iraniennes pour l'instant sont intactes, ce qui limite la probabilité du blocage du détroit d'Ormuz. Pour l'instant, l'Iran n'a jamais bloqué ce détroit, et l'Iran produit actuellement 3,3 millions de barils par jour et en exporte à peu près la moitié. Donc, comme le graphique qu'on avait vu sur le platine, c'est la même idée ici, donc c'est un graphique CFTC avec les positions longues et short. Donc en noir, ici on a les positions short sur le pétrole, ici en bleu on a les positions longues, et ici en noir on a les positions nettes donc sur le pétrole. Pour rappel, les positions nettes, ce sont les positions longues moins les positions courtes. Donc les positions courtes sur le brut diminuent, donc les positions courtes diminuent, mais c'est ce qu'on voit ici, mais les positions longues restent limitées, donc restent assez faibles. Le prochain rapport COT de la CFTC indiquera si les spéculateurs ont réagi aux derniers développements du Moyen-Orient. On vous tiendra évidemment au courant. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.